Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence, somme toute nombreuse, vu l'horaire qui est toujours compliqué pour franchir la Loire, même si le pont Cotel a été rouvert. Mais bon, voilà. Et merci surtout à nos intervenantes et à notre intervenant, qui, bien que minoritaire, n'est pas vulnérable, n'a pas l'air... non, tout à fait. Donc très belle thématique, et j'échangeais tout à l'heure avec mon amie Aline sur un très beau sujet d'actualité. Alors on se doutait un peu que ce serait d'actualité quand même, mais à ce point-là, bon, c'est vraiment très fort. Alors un jour de grève, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile en ce moment d'éviter les jours de grève. Une semaine sur deux le mardi, une semaine sur deux le jeudi. Bon. Donc les personnes vulnérables face à la fin de vie, sujet évidemment d'actualité, y compris parlementaire, mais je pense que Aline nous en parlera tout à l'heure. Donc, je suis très heureux d'accueillir comme intervenant Monsieur Tony-Marc Camus, directeur général adjoint de l'association Soins et Services à domicile, hospitalisation à domicile, et qui est également président du réseau régional de soins palliatifs de la région Centre-Val de Loire, donc de notre région. Et puis 3 collègues et chers amis, toutes les 3. Ma vice-doyenne, je vais commencer par elle, chère Nathalie Dubost. Alors, on aura un regard croisé avec des disciplines différentes, et je pense que c'est vraiment très intéressant. Avec Nathalie, nous travaillons, nous achevons un projet de recherche POPSU Métropole sur la santé, où nous avons vraiment beaucoup apprécié de travailler effectivement avec des disciplines différentes. C'est vrai qu'on est tous un petit peu, en tant que chercheurs, et c'est normal, dans nos disciplines, vous savez, nos sections qui correspondent aux sections du Conseil national des universités, mais parfois c'est bien de travailler en équipe et avec des collègues qui ont des spécialités différentes. Donc, qui est professeur en sciences de gestion. Et puis, donc, Monsieur Camus, j'ai déjà présenté. Aline Chenette-Beaupré, qui est professeure en droit privé ou de droit privé. Et Stéphanie Mauclair, qui a été aussi ma vice-doyenne, mais qui a été ensuite vice-présidente de l'université et qui est maître de conférence en droit privé également ici. Et je vous cède immédiatement la parole pour dire des choses beaucoup plus intéressantes que ma petite présentation. Alors, qui commence? Stéphanie? Merci Pierre. Alors, j'avais noté présentation, elle est faite. Donc encore merci Pierre, ça m'évitera de buter et de me tromper ou de faire des erreurs. Donc on a voulu ce soir traiter de cette question de la fin de vie en proposant une approche peut-être un peu différente sous le prisme de la vulnérabilité. Vulnérabilité qui est pour nous tous ici présents un vrai enjeu de réflexion de par nos recherches respectives dans des domaines variés. Et on a eu à cœur de réfléchir à la fin de vie par rapport à la vulnérabilité, parce qu'on vous l'a dit, donc la fin de vie, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est un enjeu d'actualité, on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais on a constaté que la vulnérabilité, les personnes vulnérables, n'étaient pas toujours considérées dans ce débat. Il y avait bien là quelque chose à voir, à penser, à réfléchir, peut-être quelque chose d'oublié autour de la vulnérabilité. Alors, je laisserai la parole à mes collègues pour poser un peu plus le cadre de cette vulnérabilité, mais pour vous dire que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, dont on entend beaucoup parler, très médiatisé, mais qu'on a du mal à cerner, autant parce que le terme de vulnérabilité est très vague et signifie beaucoup. On peut tous à un moment donné se sentir vulnérable, mais encore faut-il savoir quelle vulnérabilité va être consacrée par le droit entre la vulnérabilité ressentie et celle que l'on va vraiment saisir puis qualifier et utiliser juridiquement. Il peut y avoir différents pas à accomplir. Et c'est un peu toutes ces questions sur lesquelles on va s'attarder aujourd'hui, que ce soit les mineurs ou des majeurs vulnérables. Donc c'est sur cette problématique fin de vie et vulnérabilité sur laquelle on a voulu aujourd'hui réfléchir. Alors sans plus attendre, et parce que le temps nous est quand même compté, je vais laisser la parole à Madame Chenette-Beaupré qui va vous faire une première présentation de la question. Merci. Bonsoir à tous. Alors mon travail préparatoire sera d'annoncer un peu les discussions plus approfondies que mes deux collègues vont réaliser juste après. Donc, ça sera une partie un petit peu, pas théorique, parfait, merci beaucoup, avec un petit PowerPoint qui nous servira de simple support. Je partage.
Ok. Et on aura cette approche qui va consister, pour moi, à vous présenter la fin de vie dans les grandes lignes, notamment de l'approche juridique et aussi un peu sous l'angle de la vulnérabilité. Et ensuite, Tony Marc Camus vous présentera des lectures plus de praticiens pour aller regarder sur le terrain comment ça se passe. Et enfin, Nathalie Dubost abordera la question, en tant que gestionnaire aussi, mais de la vulnérabilité et notamment de la question du handicap. Notre objectif global étant donc la fin de vie face aux personnes vulnérables, ou plutôt les personnes vulnérables face à la fin de vie. Il y a une phrase de Jean Leonetti qui est à l'origine des deux lois 2005 et 2016 Claes-Leonetti que je trouve extrêmement importante. Il disait « Nous sommes rentrés avec des certitudes quand il travaillait sur la loi qui nous opposaient. Nous sommes sortis avec des doutes qui nous rapprochaient. » Chacun a ses convictions, ses idées ou ses appréhensions sur la fin de vie, mais l'approche qui doit être dégagée doit obligatoirement être une approche de mesure et de réflexion, dans le respect de la diversité. Actuellement, comme cela a été rappelé, nous sommes en plein sous les feux de l'actualité, on ne parle que de fin de vie. Alors effectivement, notre sujet est complètement d'actualité et nous en sommes ravis sur ce point. Il est bon de parler de la fin de vie qui trop souvent est oubliée. En revanche, il est un silence total, c'est celui qui porte sur les personnes vulnérables. On ne parle pas des personnes vulnérables confrontées à la fin de vie. Et ça, c'est un point qui est extrêmement ennuyeux juridiquement. La fin de vie est une question complexe et qui souvent rend même perplexe. Complexe parce que la fin de vie va avoir des implications juridiques, professionnelles, pour les soignants, des questions qui vont intéresser les patients, mais aussi les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables sont, comme tout un chacun, confrontées à la fin de vie. Et pourtant, on n'en parle pas. Alors que face à la fin de vie, nous serons tous fragiles. Ceux qui sont déjà fragiles en tant que personnes vulnérables le seront nécessairement encore plus lorsqu'ils y seront confrontés. La perplexité, elle est aussi dans des silences qui, outre le silence sur les personnes vulnérables, vont concerner les questions financières. Elles sont tabous. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de coûts de soins, d'économie. Et pourtant, en matière de santé, c'est une préoccupation permanente. Ces silences peuvent pourtant être des silences inquiétants si l'on raisonne sur les personnes vulnérables que l'on confronterait demain à la fin de vie. Il y aura des économies à faire en matière de santé. N'incitera-t-on pas certaines personnes, c'est ce que les films Le Soleil Vert ou autres ont pu envisager de le faire. Il y a un autre film que Le Soleil Vert qui est très intéressant, c'est La Balade de Narayama, un film plus ancien avec une femme dans un village qui considère qu'elle devient une bouche à nourrir trop importante et qui va demander à être emmenée sur la montagne des aïeux par son fils, comme on emmène ceux qui vont mourir. Or, elle n'est pas à la fin de sa vie. Alors la fin de vie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont beaucoup de choses différentes. Et sur la fin de vie, si je peux demander à mon assistante de faire avancer, merci. On a des applications différentes. Le Code de la santé publique va définir la fin de vie en nous disant que on est face à une phase avancée ou terminale de la personne. En réalité, cet article du Code de la santé publique est intéressant, mais il ne reflète pas toutes les hypothèses que l'on peut mettre derrière la fin de vie. On va y penser, notamment face à une pathologie grave et incurable, mais ce n'est pas le seul sens qu'on peut donner à la fin de vie. Et on va parler aussi de fin de vie, même pour des personnes qui ne sont pas en toute fin de vie, en tant que terme générique, tout ce qui touche à la mort, aux soins palliatifs, à l'euthanasie, suicide assisté, aide active à mourir, aide médicale à mourir, comme disent les Canadiens. Il s'agit d'aborder toutes les facettes qu'on peut imaginer, le mourir, être mourant,
vouloir mourir, être en fin de vie. Et vous aurez bien noté que vouloir mourir, être en fin de vie, ce n'est pas nécessairement la même chose. Autre question importante, les soins palliatifs. Ici, je vous propose une définition que j'ai empruntée à la SFAP, la Société française de soins palliatifs, qui est autorisée pour en parler, ce me semble, et qui va parler de soins actifs pour soulager des douleurs. Alors, les soins palliatifs sont parfois mal connus du grand public. Les soins palliatifs, c'est quand il n'y a plus de possibilité de soins curatifs. C'est presque une lapalissade. Si je suis atteinte d'un cancer en phase terminale, les radios, les différentes chimiothérapies ne pourront plus rien pour moi. On ne pourra plus me guérir. Ce n'est pas pour autant que l'on ne pourra pas, et heureusement, poursuivre des soins. Et des soins, la SFAP précise, des soins actifs. Ce n'est pas simplement me mettre de la pommade pour que j'ai un peu moins mal sur tel ou tel endroit. Donc des soins actifs, mais qui ne visent plus à chercher à me guérir, puisque la médecine ne le peut plus. Et on me prodiguera ces soins jusqu'à la fin. Alors il y a une association qui s'appelle, qui a un acronyme épouvantable à prononcer, mais très juste, JALMALV, jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et ça, c'est une préoccupation fondamentale en matière de soins palliatifs. Ces soins palliatifs, depuis 1999, il y a une loi qui nous garantit l'accès aux soins palliatifs, ou qui vise à nous garantir l'accès aux soins palliatifs. 1999, elle a 24 ans. Or, aujourd'hui, un département sur 5 en France n'est pas doté d'unités de soins palliatifs. Déjà, on s'arrête, on se dit en 24 ans, 1 sur 5. On continue un autre chiffre problématique. Chaque année, environ 300 000 personnes vont être confrontées à une situation pathologique qui les met en fin de vie et qui les rend d'une certaine façon éligibles aux soins palliatifs. Or, sur ces 300 000, 100 000 n'accéderont pas aux soins palliatifs. Ce qui veut dire que la prise en charge de la souffrance, des douleurs et les différents soins que l'on peut accorder à une personne jusqu'à la fin de sa vie en soins palliatifs, eh bien 100 000 patients ne pourront pas chaque année y prétendre. Donc, envisager aujourd'hui de réfléchir à l'aide active à mourir, qui comprend et l'euthanasie et le suicide assisté, n'est-ce pas sauter une étape ? Puisque le plus souvent, lorsque des personnes sont en fin de vie, leur préoccupation principale est la prise en charge de leur souffrance. Ce que les soignants signalent en soins palliatifs en disant, lorsqu'il y a, et ce n'est pas toujours le cas, des demandes d'euthanasie, dans 90 à 99% des cas, ces demandes sont abandonnées lorsque la personne est prise en charge en soins palliatifs. Donc ici, il y a un problème d'articulation et de cohérence, et il semble que la question des soins palliatifs doive être abordée, développée, finalisée avant que d'envisager autre chose. Autre thématique à aborder, les personnes vulnérables. Alors les personnes vulnérables, c'est très gênant parce que, on a 2 personnes qui nous en parlera, et il y a Madame Mauclerc qui pourra aussi rebondir sur la partie juridique en complément de Madame Dubost. Qu'est-ce que l'on met dans ces catégories de personnes vulnérables? Alors, il y a beaucoup de réponses. Il n'y a pas une réponse, il y en a beaucoup. On va y mettre des mineurs de moins de 15 ans. On va y mettre des personnes âgées, des personnes atteintes de handicap mental, physique. On va y mettre des hypothèses de pathologies type Alzheimer avec des dégénérescences. Et toutes ces personnes sont vulnérables. Comme elles sont vulnérables, la loi va chercher à les protéger. Et ça, c'est un point important. Et enfin, autour des personnes vulnérables, on a 2 axes problématiques à envisager. La personne elle-même, bien évidemment, elle est prioritaire. Et cette personne, on va chercher à recueillir son sentiment, son assentiment, déterminer son discernement, son autonomie, son autodisposition, beaucoup de questions concernant son aptitude à répondre à ce qu'on pourrait lui proposer
en matière de fin de vie, si on lui propose des soins palliatifs, si on lui proposait demain une aide active à mourir. Enfin, il y a l'entourage qui est présent, qui va être décliné de diverses façons. Il y aura les représentants légaux, il y aura des personnes responsables, des personnes qui vont accomplir des actes juridiques, et on sait souvent la détresse ou l'insuffisance d'aide pour tous les aidants. Enfin, le dernier point à aborder pour préparer les interventions de mes deux collègues, c'est parler de la loi Claes-Leonetti qui constitue notre droit positif. C'est la loi de 2016 qui fait suite à la loi de 2005. Cette loi Claes-Leonetti, elle contient beaucoup de points extrêmement importants. Je n'ai pas le temps de m'arrêter sur tous et je vais évoquer surtout la question des directives anticipées, rapidement peut-être. Directives anticipées avec une particularité. Il y a deux modèles, et ça c'est un point intéressant, A et B, pour les directives anticipées. Si je veux rédiger mes directives anticipées, je vais regarder ces modèles, et il y a un premier modèle qui me dira « tu es en bonne santé » ou « tu penses l'être ». Oui, je pense l'être. Je commence déjà à être un peu refroidi, mais je vais commencer à rédiger mes directives anticipées. On m'aide à les rédiger pour que je ne dise pas « je veux qu'on me débranche », ce qui, médicalement, ne conduit pas à grand-chose. Surtout si je n'étais pas branché avant, il sera difficile de me débrancher. Le deuxième modèle, le second modèle, me dit est destiné aux personnes qui sont atteintes d'une pathologie grave. Et là, j'ai en réalité le reflet d'un état d'esprit différent, reconnu par le législateur. Lorsque l'on est en bonne santé, on ne pense pas de la même façon que lorsque l'on est atteint d'une pathologie grave pouvant conduire à la mort. Et c'est ce que le législateur manifeste au travers de ces deux modèles. Ça va être particulièrement gênant lorsque l'on va se tourner vers les personnes vulnérables. Peuvent-elles accéder à ces directives anticipées ? Quelle compréhension peuvent-elles en avoir et sont-elles éligibles à rédiger de telles directives ? On se doute que la chose sera éminemment difficile. Quel est leur consentement, leur compréhension, leur discernement pour pouvoir les rédiger éventuellement ? Et a-t-on le droit de les en exclure purement et simplement sous prétexte qu'elles seraient vulnérables ou avec des facultés mentales altérées ? La question est problématique. Sur ces directives anticipées, un dernier petit mot, signaler qu'elles peuvent être écartées si les soignants considèrent, collégialement toujours, que ces directives sont manifestement inappropriées. Ce qui veut dire que je peux avoir rédigé quelque chose, exprimer une volonté qui ne sera pas nécessairement suivie par la suite. Alors si elles sont manifestement inappropriées, la première chose à laquelle on pense, c'est imaginer quelqu'un qui dit « je veux mourir et je veux que l'on fasse ceci, cela ». Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un arrêt du Conseil d'État qui a écarté en août 2022 les directives anticipées d'une personne qui demandait à être maintenue en vie. Et les soignants ont dit ces directives, au regard de l'état de la personne, sont manifestement inappropriées. Donc la question est difficile. Autre question importante liée à la loi Leonetti, la question de l'arrêt des traitements, ce qui montre que la loi est allée très loin. Arrête des traitements. Je peux demander à ce qu'on arrête les traitements. C'est un droit que j'ai, moi, en tant que patient. Mais cet arrêt des traitements, alors il faut déjà comprendre ce qu'on entend par traitement. On a eu l'affaire largement médiatisée Vincent Lambert, cette affaire qui, notamment, a interroger le Conseil d'État. Est-ce que l'hydratation et la nutrition doivent être considérées comme un soin ou un traitement? Et le Conseil d'État, puis la loi de 2016, ont dit ce sont des traitements. Et si vous m'avez suivi tout à l'heure, les soins, je les poursuis jusqu'à la fin. Les traitements, je peux les arrêter. Soit le patient demande à ce qu'on les arrête, soit les soignants décident en collégialité de les arrêter. Alors, ça veut dire qu'une personne peut, on va imaginer une personne qui aurait 96 ans et qui serait en EHPAD et qui n'aurait plus ses facultés et qui serait vraiment en déclin, cette personne ne peut plus se nourrir toute seule. Cette personne a besoin qu'on lui pose une sonde gastrique. On va faire une intervention chirurgicale avec anesthésie pour installer une sonde gastrique sur une personne qui a 96 ans et qui est en phase terminale. N'est-on pas dans l'obstination déraisonnable ?
Et dès lors, on peut décider d'arrêter les traitements, arrêter la nutrition. Alors sur les personnes vulnérables, la question sera si l'arrêt des traitements est demandé soit par la personne, soit par la collégialité. Pourquoi demande-t-on l'arrêt des traitements? Est-ce volontaire? La personne ne demande-t-elle pas l'arrêt des traitements, comme dans la ballade de Narayama, en se sentant un peu de trop, pesant sur la société? La question pourra être posée. Enfin, dernier point que j'aborderai sur la loi Leonetti. On peut avancer un petit peu, j'ai fait des slides un peu plus précis sur la sédation profonde. Sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Cette sédation profonde et continue consiste à, je vais le vulgariser, endormir le patient qui va mourir à court terme, son pronostic vital est engagé à court terme, et on va l'endormir en même temps qu'on va lui administrer des analgésiques. L'idée, c'est qu'on n'arrive plus à lutter contre les souffrances que ressent cette personne. Ce sont des souffrances réfractaires, et le seul moyen dont on dispose pour pouvoir lutter contre ces souffrances face à cette mort imminente, quelques heures, quelques jours, c'est d'administrer des analgésiques et d'endormir la personne. Elle mourra sans souffrir, mais en dormant. C'est l'hypothèse de la sédation profonde et continue. On voit que la loi de 2016 est allée très loin. Sur ces différentes questions, on ne parle pas des personnes vulnérables, on n'évoque pas leur situation. Un dernier point juridique que je voudrais évoquer, c'est le mandat de protection future, qui n'est pas lié à la loi de 2016, qui remonte à une loi de 2007 sur les majeurs protégés, et c'est M. Camus qui en reparlera tout à l'heure. Le mandat de protection future, c'est, pour faire simple, une hypothèse: je suis en très bonne santé, je vais bien, merci, et j'envisage pour plus tard, si je venais à être vulnérable, à avoir une forme d'altération de mes facultés mentales, je voudrais qu'une personne soit mon mandataire, je suis le mandant, la personne est le mandataire, elle accomplira des actes pour moi, patrimoniaux ou extra-patrimoniaux, s'occuper de mon patrimoine ou s'occuper de mon petit chien. Les hypothèses sont multiples. Et ce mandat de protection future, soit je le réalise pour moi, pour anticiper une éventuelle dégradation que j'aurai plus tard, soit je suis peut-être un parent d'un enfant handicapé et je voudrais prévoir le moment où je ne serai plus là pour qu'on s'occupe, une personne que j'aurais désignée à l'avance puisse s'occuper de mon enfant handicapé. Donc c'est la distinction entre le mandat pour soi-même ou le mandat pour autrui que l'on envisage ici. Pour finir, pour ne pas vous retenir trop longtemps, j'ai voulu lister toutes les questions d'actualité, et elles sont énormes et extrêmement nombreuses. Ces questions d'actualité ont commencé notamment avec l'avis du CCNE en septembre, qui a dit, il s'est autosaisi, il serait bon de réfléchir à une aide active à mourir qui comprendrait l'euthanasie et le suicide assisté. Le même CCNE, 9 ans plus tôt, en 2013, avait dit « il ne faut pas réfléchir à ces questions, il ne faut pas franchir ce pas ». C'était avant même la loi de 2016. On a changé les membres du CCNE et on a vu une décision différente émerger, un avis différent sortir de ce comité. À côté de cela, et j'ai essayé de les mettre en ordre chronologique pour voir que ça se répond, on a 800 000 soignants qui sont issus de différentes associations et qui disent « attendez, s'il y a euthanasie, s'il y a suicide assisté, ne comptez pas sur nous, nous sommes opposés à l'aide active à mourir, ou en tout cas à administrer la mort à des personnes. Nous sommes des soignants, nous ne sommes pas là pour donner la mort ». Après, il y a eu, après ou en même temps, le rapport de la commission d'évaluation de la loi de 2016 sur la fin de vie. Ici, c'est la démarche parlementaire qui va s'interroger officiellement sur l'évaluation de la loi de 2016. Pour avoir été interrogé par cette même commission, la question n'était pas « que pensez-vous de la loi de 2016 ?» C'était plutôt « est-ce qu'on passe à une aide active à mourir, euthanasie, suicide assisté ?» La Convention citoyenne a rendu son rapport le 2 avril 2023, mais vous avez probablement suivi que début mars, ils avaient déjà rendu leur rapport.
Mais ce qui est intéressant, ils ont rendu en 2 temps, c'est un peu particulier comme système, mais ces 185 citoyens tirés au sort, donc des personnes qui ne sont pas des soignants, des personnes qui n'ont pas de compétences particulières en matière de fin de vie, il est heureux qu'on les confronte aux questions de la fin de vie. Ces personnes ont changé d'avis entre mars et avril. En mars, ils nous disaient oui à l'aide active à mourir, oui à l'euthanasie, au suicide assisté, pour les mineurs et pour les majeurs. Quand on a entendu les mineurs, vous êtes sûr, vous avez bien réfléchi, c'est ce que la Belgique et les Pays-Bas ont envisagé, mais c'est une question très très problématique que l'euthanasie ou le suicide assisté pour les mineurs. Aujourd'hui, depuis le 2 avril, on n'entend plus parler des mineurs, c'est une question complexe. Oui, c'est une question complexe que celle de la fin de vie, et elle ne se résume pas à ça serait bien ou on le décide de cette façon. Cette convention citoyenne a rendu sa décision. Juste après, presque en réponse, l'Ordre des médecins est venu dire haut et clair qu'ils étaient défavorables à un processus qui les mènerait, eux, à pratiquer des actes euthanasiques. On voit donc qu'il y a la réflexion, la prise en compte de la complexité des situations et des difficultés, la position des soignants très majoritaires qui disent « nous ne voulons pas donner la mort, nous sommes là pour soigner ». Et ensuite, un dernier point, et j'en terminerai peut-être par là, celui qui est juridique et qui est l'objet de fortes discussions, c'est l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui normalement est derrière, voilà, merci, qui dit notamment « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ». Et ça, c'est un point extrêmement délicat. Et le Conseil d'État a été saisi de 2 décisions le 29 décembre 2022 et a été saisi à 2 reprises, 29 décembre 2022 et la date de mars m'échappe, en 2023, pour répondre à 2 associations, ADMD et Dignitas, qui sont des associations pro-euthanasie, qui ont demandé à ce que le Premier ministre abroge les textes qui sont dans le Code de la santé publique et qui constituent aujourd'hui un obstacle juridique à une évolution vers l'aide active à mourir. Le Conseil d'État a dit non, on ne touchera pas à ces textes. Je m'arrête là et je passe la parole à mes 2 camarades. Merci. Merci. Alors moi je vais revenir sur quelques éléments, notamment sur l'actualité aussi des soins palliatifs et juste peut-être repréciser qu'actuellement on est dans la mise en œuvre d'un 4e plan national de soins palliatifs qui a vocation à faire évoluer en plus un certain nombre d'éléments sur l'organisation et la structuration des soins palliatifs et notamment une circulaire de 2008 qui fixe le cadre de fonctionnement donc de ces soins palliatifs qui est en cours d'être réécrite et qui devrait effectivement prendre en compte peut-être quelques éléments si la loi en tout cas devait évoluer. Alors en région centre, juste pour illustrer sur la prise en charge en soins palliatifs, c'est 6000 personnes qui sont accompagnées tous les ans à peu près. Les acteurs de soins palliatifs de la région réalisent plus de 2500 heures de formation tous les ans. On a aujourd'hui une structuration plutôt assez bien organisée sur la région, même si on peut toujours effectivement faire mieux et améliorer en tout cas le support et la prise en charge sur la question des soins palliatifs et de la fin de vie. Aujourd'hui, on dispose de 19 équipes de soins palliatifs sur l'ensemble de la région, 3 unités de soins palliatifs qui sont les structures de recours pour les patients qui sont en général réfractaires à certaines douleurs et on va travailler effectivement avec des thérapeutiques et des nouvelles thérapeutiques pour essayer de les soulager et de les accompagner. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, il est vrai que lorsqu'un patient exprime clairement le souhait souvent de vouloir mourir, il faut chercher à comprendre pourquoi. Et les soignants, dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire, avec l'assistante sociale, la psychologue, médecin, infirmière, vont chercher effectivement à comprendre pourquoi le patient veut en finir. Souvent, il y a plusieurs questions qui ressortent. C'est effectivement, je peux être un poids pour la société, je veux pas être une charge pour mes petits-enfants, regardez le monde d'aujourd'hui, je veux m'en arrêter là. Donc ça fait partie des éléments souvent qui sont évoqués et ces éléments-là sont retravaillés par les soignants avec le patient et souvent ils redonnent finalement un sens probablement à la vie du patient qui va vouloir se réengager dans un processus, même peut-être court, mais en tout cas de la vie. Et il veut souvent, parfois à la fin, finir de régler un certain nombre
de problématiques en lien avec sa famille, des proches, des problématiques financières et organisationnelles. Donc on est vraiment effectivement dans une nécessité, en tout cas lorsqu'on approche de la fin de vie, de travailler avec la personne, de l'accompagner étroitement pour essayer effectivement de comprendre pourquoi elle veut aller vers la fin de vie. Et là on voit qu'on est vraiment sur la notion de vulnérabilité, parce que finalement qui décide. On voit bien que pour les personnes handicapées ou pour les enfants, ce sont effectivement les représentants légaux qui vont intervenir dans cette prise de décision. Mais finalement, quelle place on donne à l'enfant, à la personne handicapée qui est éventuellement en capacité de s'exprimer. Il y a cette nécessité effectivement de respecter d'essayer en tout cas de respecter cette parole, de l'accompagner en tout cas du mieux possible, et les équipes sont là effectivement pour mettre en œuvre ensuite les arrêts éventuellement de traitement. Alors en sachant que dans les arrêts de traitement, on va quand même assez loin depuis la loi Clayès et Leonetti, puisqu'on va jusqu'à la question de l'hydratation qui avant n'était pas considérée comme un traitement, et donc on ne pouvait pas suspendre avant la modification de la loi de 2016 le principe de l'hydratation. Ça veut dire qu'on devait continuer obligatoirement à mettre le patient sous perfusion jusqu'à ce qu'il décède naturellement. Aujourd'hui, la perfusion, l'hydratation du patient est considérée comme un traitement et peut donc être suspendue par l'équipe après la mise en œuvre de la procédure collégiale et de ce fait-là, effectivement, entraîner un décès plus rapide de la personne. Et c'est vrai que les soins palliatifs ne sont absolument pas là pour finalement donner la mort, mais sont là effectivement pour accompagner du mieux possible la personne jusqu'au bout dans un cadre qui est adapté. On a aujourd'hui effectivement une loi, la loi Clayès et Leonetti, qui pour moi est une loi qui est déjà bien complète, qui comprend beaucoup d'éléments, qui permet de faire beaucoup de choses. Et ce que l'on voit régulièrement pour intervenir régulièrement sur le sujet ou sur des présentations avec un certain nombre d'acteurs, que ce soit du grand public ou des professionnels de santé, on voit aujourd'hui qu'on a quand même encore une grande méconnaissance de la loi Clayès et Leonetti, en tout cas dans ce qu'elle peut faire et dans ce que l'on peut mettre en œuvre avec cette loi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, engager un processus de rénovation de la loi, de changement de la loi, est peut-être effectivement un petit peu prématuré, tant que la loi n'est pas complètement maîtrisée, d'une part par le grand public, utilisée effectivement jusqu'au bout, et complètement maîtrisée par les professionnels de santé, y compris les professionnels de santé du soin palliatif, qui peuvent avoir parfois des interprétations de la loi qui peut éventuellement varier. Donc il y a vraiment tout un travail encore d'acculturation qui est à faire à cette loi Clayès et Leonetti, et qui est aujourd'hui porté dans le cadre du plan national de soins palliatifs, dans le cadre de la grande campagne de communication qui est portée au niveau national et qui se répercute en région au travers des cellules de coordination régionale qui portent ces dispositifs de soins palliatifs et qui ont vocation effectivement à sensibiliser les acteurs. Sur cette notion effectivement de vulnérabilité, on voit qu'elle touche finalement, elle peut toucher tout un chacun, et c'est à chacun effectivement d'essayer d'accompagner au mieux la personne en fin de vie, d'essayer de lui permettre effectivement d'exprimer ce qu'elle a à exprimer. Et on a notamment aujourd'hui un nouveau dispositif qui s'appelle la formation Dernier Secours, qui permet effectivement et qui est accessible au grand public. C'est une formation en 3 jours qui est accessible soit en ligne, soit effectivement en présentiel, qui permet effectivement aux personnes aidantes ou à une personne qui risque d'être confrontée à la question de la fin de vie, d'être préparée et d'accompagner au mieux la personne. Donc c'est vrai que dans la philosophie des soins palliatifs, l'axe majeur, c'est effectivement l'accompagnement de la personne jusqu'au bout. Si tant est que la loi devait être modifiée, alors on sait qu'il y a un engagement aussi du chef de l'État dans ce chemin-là. Il l'a notamment annoncé lorsqu'il a remis la Grande Croix à Lynn Renault, puisque c'est aussi un des combats de Lynn Renault qui porte effectivement cette dimension-là. Il faut être effectivement attentif finalement à l'évolution de la loi, puisqu'elle aurait des conséquences aussi assez finalement importantes sur le droit français. Et ça a été évoqué tout à l'heure par rapport au droit européen et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. En droit français, on ne dispose pas librement de son corps. Donc effectivement, on ne peut pas disposer finalement librement de sa vie. Et le fait de modifier effectivement la loi et d'aller vers l'assistance médicale à mourir ou le suicide assisté emporterait aussi des conséquences juridiques assez importantes et pourrait modifier, en tout cas profondément, les règles de droit en France. Donc on voit qu'il y a un ensemble d'éléments qui pourraient bouger. Et si on faisait aussi bouger et évoluer cette loi, va se poser la question de savoir qui fait quoi.
Et ça a déjà été dit tout à l'heure, mais il est clair que la plupart des soignants ne souhaitent pas accompagner effectivement vers l'euthanasie ou l'assistance médicale à mourir. Alors il y a forcément bien évidemment quelques acteurs qui souhaitent le faire, mais pas tous. Donc ça veut dire que si on devait faire évoluer la loi, il faudrait penser qui fait quoi, à quel moment et selon quelle organisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui on est simplement en train de réfléchir finalement à faisons évoluer la loi, mais sans prévoir effectivement toutes les conséquences juridiques derrière et tout le mode opératoire qui doit aller derrière. Et il est vrai qu'on pourrait se diriger vers un dispositif tel qu'en Suisse, en Belgique, soit des acteurs tiers hors de la santé qui pourraient réaliser effectivement ces éléments. En tout cas, on est, de mon point de vue, pas suffisamment avancé sur le sujet, en tout cas pour peut-être faire évoluer la loi, même s'il y a une volonté, enfin, en tout cas du grand public, même de la Convention citoyenne, qui, même si elle est revenue sur un certain nombre d'éléments, veut porter effectivement cette dimension-là, le chef de l'État et d'autres acteurs. Il faut être attentif aux conséquences qui en découleraient éventuellement derrière. Et sur la partie vulnérabilité, c'est vrai que la question des enfants a été évoquée dans la Convention citoyenne, et alors là, je prends qu'un engagement personnel, mais j'avais été un peu assez choqué de voir effectivement que la Convention citoyenne pouvait se prononcer sur le fait que les enfants pourraient décider, ou qu'on pourrait décider, en tout cas à leur place, dans des conditions qui restaient effectivement à écrire. On voit en plus que par rapport à la notion de vulnérabilité, puisqu'on peut l'approcher de plusieurs façons, elle peut aussi se retrouver par rapport à certains publics auxquels on ne pense pas forcément, mais des personnes qui sont dans la précarité, qui vivent dans la rue, les personnes qui relèvent du secteur pénitentiaire, qui ont aussi droit à des soins, qui ont aussi droit à un accompagnement. Et finalement, l'évolution de la loi pourrait permettre de peut-être raccourcir, si je puis dire, les situations de certains. Et dans le contexte aujourd'hui du système de santé que l'on connaît, et notamment en région Centre-Val de Loire, où on connaît un déficit majeur de ressources médicales, et Orléans est bien placé pour le savoir avec l'arrivée d'un deuxième CHU, avec la difficulté effectivement à assurer et à pourvoir tous les postes d'internes au sein de l'établissement, on voit bien que la phase d'évolution de la loi pourrait aussi conduire effectivement à des surinterprétations ou à des usages qui pourraient être, de mon point de vue, en tout cas un petit peu inadaptés. On parle de la ressource médicale, et en région centre, si je fais le point sur les acteurs de soins palliatifs, on a à peu près 2/3 des médecins de soins palliatifs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans. Aujourd'hui, on est incapable de renouveler ces médecins parce que la question de la spécialité de soins palliatifs n'existe pas. Simplement un diplôme complémentaire qui prévoit cet élément-là, et on n'a quasiment pas d'enseignants ou de chercheurs, en tout cas sur la dimension du soin palliatif. En région centre, juste pour vous illustrer, ça fait presque 15 ans que le professeur associé Donatien Mallet se bat, et que l'on se bat pour essayer d'avoir un poste de professeur en médecine de palliative à Tours. Il n'existe toujours pas. Ça veut dire qu'on ne prépare pas, finalement, y compris les médecins et les professionnels de santé de terrain aujourd'hui, à ce qu'est la question de la fin de vie et l'accompagnement des personnes. Donc il reste, à mon avis, beaucoup de choses à faire avant qu'on puisse peut-être faire évoluer la loi, mais ça, on verra le schéma qui en découlera derrière, pour éviter effectivement qu'on ait une approche, ou en tout cas une approche de prise en charge qui pourrait se dégrader assez rapidement. Ce qui avait été évoqué aussi tout à l'heure, c'est sur la partie, notamment sur la partie cancérologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, certains professionnels évaluent quelle est la durée de vie potentielle d'un patient en fonction des traitements qui lui sont administrés. On voit bien qu'on va vers une dimension finalement médico-économique de la prise en charge, et aujourd'hui, le système de santé, il est un petit peu piloté par l'argent, et notamment par ce qu'on appelle l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui fixe le cadre de la dépense annuelle. Parce que finalement, la santé a un coût. La santé a-t-elle un coût? N'en a-t-elle pas? Doit-on tout faire à tout prix? Ça a été aussi évoqué tout à l'heure. Il faut être effectivement exigeant sur ces éléments-là au regard du droit et la façon dont le droit français est finalement construit. Je pense que peut-être après, il y aura peut-être d'autres questions. Peut-être, voilà. Merci. Alors, moi, je vais vous parler d'une situation de vulnérabilité en particulier, qui est effectivement le handicap. Alors, c'est une situation de vulnérabilité parmi d'autres. Vous avez parlé de la précarité, des personnes en prison, etc. Alors, déjà, quelques chiffres et quelques définitions.
Quand on parle de handicap, on parle de quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'expressions, on parle d'handicap social, handicap psychique, etc. Alors, il y a une définition sur le handicap. Ce sont des personnes qui présentent des incapacités. On pense souvent en premier lieu à l'incapacité physique, puisque quand vous regardez... Alors là, je vais beaucoup vous parler de représentation. C'est vrai que la représentation du handicap dans nos sociétés, c'est le fauteuil roulant. Et donc, majoritairement, on pense, voilà, handicap physique. Mais bien évidemment, vous avez l'handicap mental, intellectuel, sensoriel. Donc, ce sont des incapacités durables dont l'interaction avec diverses barrières dans notre société, que ce soit des barrières environnementales, sociales, relationnelles, peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Alors, pourquoi je tiens à donner cette définition? Je vais y venir après. En fait, dans l'histoire du handicap, vous allez voir, il y a une évolution des représentations. Très longtemps, on a eu le modèle médical, c'est-à-dire que la personne handicapée, elle est déviante, et comme toute personne déviante, on va la rééduquer. On a une norme, la norme dominante dans nos sociétés, et en fait, et c'est valable pour finalement toute forme de déviance, dès que vous n'êtes pas dans le modèle dominant, on va chercher à vous rééduquer. Et puis, progressivement, il y a des courants donc essentiellement anglo-saxons qui émergent parallèlement au droit civique. Donc, tout un courant d'études, ce qu'on appelle les disability studies, c'est-à-dire on n'a pas l'équivalent en France, c'est des départements universitaires autour du handicap, et qui ont dit, mais non, on ne peut pas raisonner comme ça. Le handicap, en fait, et on est venu au modèle social, et on est passé, vous allez voir le glissement sémantique, on ne dit plus une personne, elle n'est pas handicapée. Elle est en situation de handicap. Je m'explique, vous avez une personne en fauteuil roulant, il y a un escalier, oui, clairement, elle a un obstacle clair à la participation pleine et entière. Vous aménagez une rampe qui va lui permettre d'accéder à une salle de théâtre, etc. Il n'y a plus de handicap, parce que l'environnement aura été adapté. Vous voyez l'évolution. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler on a un terme qui parle de vision capacitaire, c'est-à-dire que le risque, en regardant une personne vulnérable, c'est de la regarder avec nos propres critères et de projeter nos propres valeurs. Et on en vient à une question très philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une bonne vie? Comme disait Montaigne, qu'est-ce que la vie bonne? Est-ce qu'une personne en situation de handicap, elle est vulnérable pour différentes raisons, mais jusqu'où je peux aller dans mon raisonnement? Et vous allez... je pense que vous voyez où je veux en arriver. Donc, voilà, ça, c'était un petit peu pour planter le décor. Sachez aussi que l'OMS estime à 15% de la population mondiale les personnes en situation de handicap et que la grande majorité des handicaps, ce sont des handicaps acquis. Le terme n'est peut-être pas très heureux, mais c'est-à-dire que la majorité des handicaps, c'est suite à un accident, une maladie, et à tel point qu'on estime, vous voyez, c'est des statistiques, on est des gestionnaires, enfin je suis gestionnaire, donc on estime en moyenne à 8 années la durée pendant laquelle chacun d'entre nous, on espère le plus tard possible, va vivre avec un handicap. Et c'est pour ça que, on dit que finalement, une personne non handicapée, on pourrait dire, finalement, c'est une personne qui est temporairement valide. Mais à un moment donné, il va se passer différentes choses. Voilà, c'est pour mettre un petit peu de légèreté. Alors, du coup, si j'en viens maintenant à la question des soins, de la fin de vie, la question qu'on peut se poser... Aline le disait très bien, c'est vrai qu'on a des dispositifs juridiques pour protéger et pour dire, on a une personne, imaginez en situation de handicap, alors il y a des personnes qui sont tout à fait en capacité d'écrire, de conceptualiser, de prévoir, mais on a aussi beaucoup de personnes en situation de handicap, c'est juste inaccessible. Et donc, on a les aidants. Ça, c'est une première chose, mais voilà, comment s'assurer que l'aidant, il va vraiment donner ce que souhaite la personne en situation de handicap. Et quand on a affaire à des personnes qui n'ont pas le langage, qui sont à des milliards d'années-lumière finalement de toutes ces questions, parce que finalement, en vous écoutant, on voit bien que ça soulève des questions existentielles importantes. Il faut se poser, c'est pas simple.
Et donc, est-ce que le risque, c'est pas de se dire, on va finalement apporter, on va pas répondre à la souffrance, on va répondre à un statut, avec les risques de glissement, de dire, voilà, moi, ma vision du handicap, voilà quoi. Est-ce que ça vraiment est-ce que ça vaut la peine d'être vécu, quoi, une situation, cette personne, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce que c'est une vie intéressante? Et le risque, il est là pour moi. Alors, à ce sujet, j'ai fait un peu de recherche. Aline m'a fait, et je te remercie Aline parce que j'ai découvert des choses. En 2021, vous voyez, ça fait pas si longtemps, on a des experts des droits de l'homme pour les Nations Unies et qui ont fait un communiqué que je trouve vraiment assez très intéressant et qui se sont positionnés sur la tendance croissante à adopter des lois qui permettent l'accès à l'aide médicale à mourir. Donc on est complètement dans les débats actuels, essentiellement en raison d'un handicap ou d'une maladie invalidante, y compris à un âge avancé. Et ces experts, donc vous savez, là je ne vais pas rentrer dans le détail, ils rencontrent beaucoup de monde, ils ont une légitimité scientifique, etc. Eh bien, ils en sont arrivés à dire, lorsque les interventions qui visent à mettre fin à la vie sont normalisées pour des personnes qui ne sont pas en phase terminale. Donc là, on ne parle pas de cancer, de souffrance réfractaire, ou qui ne souffrent pas en fin de vie, ces dispositions tendent à reposer ou à tirer parti de présupposés validistes concernant la qualité de vie inhérente ou à la valeur de la vie d'une personne en situation de handicap. Autrement dit, le risque qui se profile, alors quand je dis ça, je ne prends pas parti. Ce sont des experts qui disent attention, si vous commencez à pouvoir dire, voilà, mettons fin à une souffrance qui ne soit pas forcément liée à ce qui vient d'être décrit, on a un risque progressif d'aller finalement vers des situations où on va dire, voilà, il y a des critères pour dire, oui, ça vaut le coup, la vie, ça vaut le coup d'être vécue, ou, voilà quoi, est-ce que finalement, il vaudrait peut-être pas mieux, est-ce que vous voulez continuer, etc., etc. Et donc là, je parle de validisme, je vous donne la définition du validisme, c'est la conviction de la part de personnes valides que leur absence de handicap ou leur bonne santé leur confère une position plus enviable et même supérieure à celle des personnes handicapées. Et donc ces experts, vous allez voir que ça va quand même assez loin, ils ont même déclaré que lorsque l'accès à l'aide médicale à mourir donc est limité aux personnes en fin de vie souffrant d'une maladie en phase terminale, les personnes handicapées, etc., etc., elles peuvent se sentir subtilement poussées à mettre fin à leur vie en raison, et voilà le fameux modèle social du handicap, de barrières comportementales et de l'absence de services et de soutien. Ça veut dire quoi? C'est factuel, là encore, je m'excuse, je donne des chiffres. L'adresse, vous le savez, c'est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation des statistiques, a montré que le niveau annuel médian des personnes en situation de handicap est inférieur de 11% et que cet écart s'avère d'autant plus important que la limitation est sévère. 30% des personnes ayant une limitation mentale sévère vivent sous le seuil de pauvreté, contre seulement 10% de celles présentant une déficience auditive. Et vous voyez que là, on en arrive même à dire, on va hiérarchiser le handicap. Il y a peut-être des handicaps, oui, une personne qui est en fauteuil, qui est autonome, alors je vais y venir après, parler d'autonomie, là, elle est méritante. Allez, oui, ça vaut le coup. Bon, une personne qui est vraiment précaire, qui ne peut pas s'exprimer, etc., etc., bon, voilà quoi. Est-ce que sa position est enviable? Alors finalement, on en arrive à la conclusion suivante. C'est une question difficile. Est-ce qu'il y a un risque à considérer que la vie d'une personne, parce que finalement c'est la question, d'une personne en situation de handicap aurait moins de valeur qu'une personne valide? Et là, on en vient, ça a été évoqué, à toute la question des moyens. Oui, évidemment, c'est vrai qu'on est dans une société, et ça, c'est comme ça,
vous le savez, on a une raréfaction des ressources. Je ne vais pas rentrer dans le détail. On a eu une doctrine en management public, ce qu'on appelle le New Public Management, où on quantifie, on a des indicateurs, on a des politiques publiques avec des résultats, on évalue, etc. Et on voit bien qu'à un moment donné, bon, ok, on va tout mettre en œuvre pour sauver, mais ça coûte quand même de l'argent. Et je ne sais pas si vous connaissez cet indicateur, c'est la valeur statistique de la vie. C'est assez terrible. Qu'est-ce que c'est que cet indicateur ? Bien, c'est un indicateur qui va vous permettre de faire un arbitrage entre, en gros, les coûts, voilà, combien ça coûte pour arriver au risque zéro, protéger tout le monde, sauver tout le monde, et les bénéfices qui en sont issus. Voilà. Et donc, dès qu'on pose, vous voyez que c'est performatif. Quand je dis performatif, c'est-à-dire que c'est une vision de la société. Quand on pose des indicateurs, quand on introduit ces outils, forcément, ça a un impact. Alors, moi, je crois profondément dans la résistance et la capacité à faire des choix de société. Mais ce sont des visions, ce sont des outils qui sont là et qui peuvent orienter les débats. Alors, juste pour terminer, je voudrais revenir au handicap, parce qu'en plus, la personne en situation de handicap, elle est vulnérable, et en ce moment, elle est au sein, enfin, je trouve, de discours et d'injonctions assez contradictoires. On parle beaucoup, c'est le terme à la mode, d'inclusion, d'accueil de personnes avec ses différences, etc., etc. Et puis, il y a même une vision en disant, ben voilà, presque une injonction à l'autonomie, hein. Ben voilà, la personne en situation de handicap, elle peut le faire comme tout le monde, elle peut travailler, elle peut être autonome, etc. Bon, je ne discuterai pas, c'est pas l'objet, mais en tout cas, c'est le discours aujourd'hui. Et puis, parallèlement, on a quand même, quand on regarde la réalité, on se dit, bon, ça, c'est le discours, mais la pratique. Alors, je vous donne juste encore quelques chiffres. Est-ce que vous savez qu'on a 7000 adultes et 1500 enfants français qui sont accueillis dans des établissements belges? C'est-à-dire que l'État français, aujourd'hui, finance des places en Belgique. C'est comme si, par exemple, imaginez, vous avez des enfants, au moment du collège, on vous dit « Ah ben non, il n'y a pas de place. Ben, vous allez aller en Belgique, l'État va payer des places en Belgique, mais non, on ne créera pas de place parce que... » Donc déjà, vous voyez, on peut se dire « Bon, la personne en situation de handicap, c'est quoi la valeur d'une personne en situation de handicap ?» En 2016, ça, ce sont des sites, j'ai retrouvé ça dans le journal officiel du Sénat. Je fais comme mes collègues juristes que j'admire beaucoup, du 24 mars 2016, page 1163. Est-ce que vous savez que plus de 47 000 Français autistes et ou polyhandicapés sont sans solution d'accueil et devaient parfois intégrer des structures inadaptées, comme l'hôpital psychiatrique. Je ne vais pas faire l'histoire de l'autisme, mais on sait qu'aujourd'hui, l'autisme, c'est un handicap. Il y a des prises en charge, sont des personnes qui, comme toute une chacun, doivent être éduquées, etc., et pas mises en hôpital psychiatrique. Chaque année, la Caisse nationale Alors vous allez me dire, ils font rien. Mais si, pourtant, on a la CNSA, la Caisse nationale pour la solidarité et l'autonomie, qui dépense 20 milliards d'euros, qui distribue aux ARS pour le financement du fonctionnement des établissements et services médico-sociaux. Mais on voit que, vous avez peut-être même des témoignages où il y a des listes d'attente importantes, on entend parler de témoignages, etc. Et puis, il y a cet exil en Belgique. Donc, finalement, si je parle de représentation, et j'en viens à la loi, et c'est vrai, on a peu entendu parler du handicap dans cette loi, mais vous voyez, toutes ces représentations, tous ces faits, toutes ces quantifications, moi je dirais que la plus grande crainte que j'ai, c'est de dire, bon, il y a les discours qui disent accueillons la vulnérabilité, la personne, etc. Oui, d'accord, mais est-ce que derrière, pour des raisons financières, des raisons aussi de société, on n'a pas quand même une hiérarchie de la valeur des vies, et comment tout ça va rebondir, voire s'articuler avec l'évolution des lois. Je terminerai juste quelque chose que je trouve assez terrifiant.
on a face à nous des étudiants, des étudiantes, je sais pas, je vous donne une vingtaine d'années, 25 ans. Est-ce que vous avez entendu parler de cette youtubeuse qui s'appelle Olympe, en Belgique, et qui a déclaré qu'elle allait faire qu'elle voulait avoir une aide active à mourir parce qu'elle est fatiguée de vivre. Je ne sais pas si vous avez entendu. Elle a fait regardez sur YouTube, c'est juste frappant. Elle est très émouvante parce qu'elle a un trouble de la personnalité. Et on voit cette jeune fille, et je ne juge pas, je ne prends pas parti. Et je voudrais juste dire une chose, c'est que si on a une société qui dit, oui, donnons-lui la possibilité de mourir, elle est fatiguée de vivre. Mais est-ce que finalement, on va vers une société qui va complètement individualiser le rapport? On est dans des sociétés de plus en plus individualistes. Et en gros, on dit, finalement, il n'y aura plus de lien. C'est plus à la société d'essayer de venir en aide. Vous êtes fatigué, ok, vous voulez partir, partez. On vous donne un confort, mais vous imaginez le type de société vers lequel on peut évoluer. Moi, je m'interroge et sachez aussi qu'il y a un parti politique belge qui s'appelle Open VLD et qui a dit clairement « Nous sommes pour l'euthanasie sans motif lié à l'état de santé, uniquement fondé sur la seule fatigue de vivre. » Je ne sais pas vous, mais moi, ça me glace le sang d'entendre ça, et ça a forcément des effets sur l'évolution des lois et le regard qu'on va porter sur les personnes vulnérables. Voilà.